Le 17 janvier dernier, à l'aube, O'Neill, Lilo, Zébriste, Bébé, Bouana, Samuel et Didier ont été arrêtés par le RAID et le GIGN suite aux exactions et violences commises entre novembre et décembre 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti-obligation vaccinale dont nous vous avons longuement parlé aux médias. Les 7 hommes, appelés les grands frères, ont été placés en garde à vue durant 4 jours, à l'issue de laquelle ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales. Placés en détention provisoire, leurs avocats avaient plaidé la nullité et réclamé leur remise en liberté, des demandes qui ont été rejetées par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre le 4 février dernier. Les grands frères sont toujours en détention provisoire. Leur famille dénonce des dossiers vides face à de lourdes accusations et des conditions de détention indignes. Elles ont lancé un appel pour obtenir vérité et justice. On fait le point sur l'affaire des grands frères avec Karine Duménil. Elle est la sœur de Frédéric Duménil, dit Bouana. Son avocate exige la fin de la mise à l'isolement et des conditions d'incarcération dignes. Ce référé liberté avait vocation de dénoncer la situation de Bouana, qui est attentatoire à ses droits, c'est-à-dire que la plupart de ses libertés fondamentales n'étaient pas respectées puisqu'il était détenu au sein d'un centre réservé aux personnes malades mentales, alors que lui ne l'était pas. Donc, c'était comme une torture psychologique. L'idée, c'était de le casser psychologiquement. Et en plus, on l'avait mis dans une aile réservée aux personnes contaminées par le Covid, ce qui fait que, pareil, ça le mettait dans une situation psychologique particulière. Donc, nous avons voulu dénoncer cette situation pour qu'il sorte du SMPR, du centre pénitentiaire de Bémao. Et dès lors que nous avons déposé cette requête, l'administration pénitentiaire a, bien sûr, forcément reconnu qu'il y avait un problème, que la situation de Bouana n'était pas celle qui devait être en fonction de la loi, et donc ils l'ont mis directement à l'isolement. Donc la difficulté là, c'est que cette mise à l'isolement, elle aussi, elle est attentatoire aux droits de Bouana, puisque la procédure n'a pas été respectée. Les raisons invoquées pour cette mise à l'isolement ces raisons ne sont absolument pas justifiées ni justifiables. Et donc là, c'est un bras de fer qui est généré par l'administration pénitentiaire au sujet de la situation de Bouana, parce que visiblement, ils ne veulent pas respecter les droits de Bouana. Bonjour Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avant toute chose, on aimerait en savoir plus sur l'état de santé de votre frère. Comment va-t-il ? Frédéric va pas beaucoup mieux, on va dire, parce que on passe de choc émotionnel en choc émotionnel. On essaye d'équilibrer les choses. Il y a des jours où ça va mieux, il y a des jours où ça va moins bien. Mais c'est surtout la pression psychologique qui fait que son état de santé se dégrade. Donc on essaye de chercher un équilibre sur cette situation, en espérant que le cauchemar soit bientôt terminé. L'avocat donc avait demandé la fin de la mise à l'isolement. Est-ce que ça a été obtenu depuis ? Depuis qu'il a été transféré, parce qu'il faut savoir que 4 d'entre eux ont été transférés en France métropolitaine. Donc c'est O'Neill, mon frère Bouana, Didier et Lilo. Donc depuis qu'il est arrivé, ils ont cessé l'isolement, mais la pression psychologique reste la même. Et qu'ils ont été transférés en France hexagonale, c'est ce que vous dites ? Exactement. Pour quelle raison ? On ne sait pas. On n'a aucun retour clair. Tout est très opaque dans cette affaire. Didier a été transféré en premier. Ils ont été transférés dans des conditions exécrables, sans vêtements chauds, sans manteau, sans chaussettes. Lilo, lui, est parti avec des claquettes aux pieds. Moi, mon frère, on avait anticipé le coup parce que Didier est parti. O'Neill est parti en premier aussi. On s'était dit, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. On avait déposé des vêtements chauds à la prison et on l'a fait partir sans vêtements chauds. Ça a été un traumatisme pour lui parce que ce jour-là, il devait voir sa femme. Et à l'heure de la visite, on lui dit, on vous transfère, vous ne la verrez pas. Ce sont des conditions de transfert qui sont quasi inhumaines et des conditions de détention aussi pour mon frère qui ont été quasi inhumaines puisqu'il est resté quasiment 64 jours au SMPR, donc au service psychiatrique de la prison, parce qu'on a voulu le rendre fou alors qu'il ne l'était pas. Donc imaginez-vous 62 jours dans un service de psychiatrie alors que vous n'avez aucun problème psychiatrique. Donc c'est 62 jours sans dormir. Voilà. Et aucun contact avec la famille.
c'est bien ça? Aucun contact avec la famille. Même les courriers qu'on envoie, les courriers prennent 2 mois avant d'arriver, quoi. Voilà. Les accusations sont lourdes, hein, on le disait, association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée, extorsion de fonds. Pourtant, les grands frères, hein, sont des travailleurs sociaux, sont des responsables associatifs. Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées socialement. Mais le procureur de la République, le préfet, même la presse mainstream, les dépeignent comme étant des gangsters et même appartenant à des réseaux mafieux. Comment vous l'expliquez ? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression d'être dans une vendetta, en fait, il faut bien regarder la presse locale depuis le 17 janvier, depuis qu'ils ont été mis en garde à vue, ces travailleurs sociaux, donc O'Neill, Lillo et les autres, Zebrist aussi. Depuis le 17 janvier, la violence n'a fait que s'accroître en Guadeloupe. Il y a eu des morts par arme à feu, il y a eu des braquages, alors que dans certaines zones, ça faisait 10 ou 15 ans qu'il n'y avait plus de violence, plus de cambriolage, plus de tout ça. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, mon frère siège à la commission de prévention de la délinquance depuis près de 10 ans. Il a des autorisations pour entrer en prison, pour réinsérer des prisonniers. Il est animateur de Psychabox en prison. Donc, il travaille avec des psychosociologues. Il a formé des médiateurs sociaux, des assistantes sociales. Il est fonctionnaire, mon frère. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pour entrer en prison ou pour visiter des prisonniers et pour siéger à la commission de prévention de la délinquance, il y a une enquête de moralité qui est faite sur vous. Donc, je ne comprends pas comment, du jour au lendemain, mon frère passe de médiateur social. Il a reçu un prix de l'État à l'époque pour son travail de réinsertion. Il réinsérait jusqu'à 500 jeunes par an. Donc, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a une volonté de le dépeindre comme un chef de gang pour salir sa réputation. Et pareil pour les autres. O'Neill, lui, qui était plus sur la région de Pointe-à-Pitre, qui calmait les jeunes sur la région de Pointe-à-Pitre, lui est comptable de profession. Pareil, il y a une réunion qui a été filmée aussi avec les élus, pour reprendre le contexte. Il y a une réunion qui a été filmée avec les élus début janvier, où on voit O'Neill en tant que comptable qui explique à Olivier Servat, député ex-République En Marche, pour le coup, et Harry Chalus, président de région. Au cours de cette réunion qui a été filmée, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on voit O'Neill qui explique que le plan jeunesse qu'il voulait mettre en place pour calmer les jeunes qui se révoltaient dans la rue, qu'il fallait bien faire attention aux différentes lignes budgétaires associées à ce plan et de pas des habits de Pierre pour appuyer Paul. Donc, on voit la compétence du comptable au cours de cette réunion. Donc, sincèrement, c'est une vendetta. Moi, je le dis clairement, c'est une vendetta, une façon de se venger. Est-ce que c'est l'État qui veut se venger? Est-ce que c'est les élus? On ne sait pas trop. Mais il y a une vraie volonté de nuire. Et nous aussi, les familles. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, les transferts ont été faits parce qu'on nous reproche de trop nous exprimer dans la presse. Donc, s'agissant des accusations de violence qui ont conduit le procureur de la République à engager des poursuites et aujourd'hui à mettre en examen les grands frères et à les placer en détention provisoire, il s'est quand même basé sur des indices graves et concordants. Enfin, le juge d'instruction a dû se baser sur des indices graves et concordants. Lesquels sont-ils? On parle de conversations en créole qui incriminent ces grands frères. Vous pouvez nous en dire plus? Alors justement, c'est tout le problème de ces écoutes et de ces conversations en créole qui ont été traduites à charge et on n'a pas tenu compte de l'aspect culturel du créole, en fait. C'est comme si il y a des écoutes en Corse, les Corses échangent dans leur langue régionale et puis on dit qu'on traduit comme on veut. Là, il y a des écoutes, par exemple, au cours desquelles mon frère, dans la rue, les gens s'appellent... et pas que dans la rue, mon soldat, mon frère, etc. Comment tu vas, mon général? On a un artiste qui nous soutient beaucoup, qui est Kalash, qui avait un groupe qui s'appelait Général Grou, et lui, toutes les personnes qu'il aime bien, il les appelle Général. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est diffusé dans notre culture, et ça a été... Donc les jeunes et les moins jeunes, reprennent ces codes en disant comment tu vas, mon général, comment tu vas, mon soldat. Quand on fait soldat, en fait, c'est comme ça qu'on s'exprime, nous. Et ça a été traduit à charge en disant qu'il y avait une volonté de monter une armée en Guadeloupe pour tout casser. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc on se base donc sur des conversations tronquées, mal traduites, décontextualisées effectivement de l'univers culturel, on va dire, guadeloupéen. Il y a d'autres charges
aussi Alors, il y a contre une ces charge grands sur frères? l'extorsion de fonds aussi, les extorsions de fonds auprès des élus, des acteurs économiques. Et ce qu'il y a de très, 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 très grave là-dedans, c'est qu'on les accuse d'association de malfaiteurs, mais il faut savoir qu'après leurs échanges avec les élus à l'espace régional du Rézet, donc avec Olivier Servat, avec Harry Chalus aussi, qu'on n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs sur cette affaire, ce qui fait que c'est un peu bizarre d'ailleurs. Après ces échanges-là, les frères ont décidé de créer une association pour mieux expliquer aux jeunes le dispositif du plan jeunesse et les différents dispositifs auxquels ils auraient pu avoir droit et mieux les orienter. Les statuts ont été déposés 2 jours avant leur mise en leur garde à vue. Donc ça aussi, ça pose question. On se demande, c'est ce qui rend aussi l'affaire très politique. On parle d'association de malfaiteurs, mais de quelle association parle-t-on exactement? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Et concernant l'extorsion de fonds, les grands directeurs béquets, alors c'est la première fois que sur un dossier on entend des béquets qui disent nous. Vous pouvez expliquer qui sont les béquets pour notre Alors les béquets, ce sont les anciens grands propriétaires terriens pendant la période esclavagiste, qui aujourd'hui détiennent aussi ce sont les plus grosses fortunes de l'île, donc qui détiennent les grandes enseignes de supermarchés sur l'île. Et eux, au cours d'une interview de Guadeloupe Première, pour le coup, le mainstream local, ont dit hors caméra que personne n'avait essayé de leur extorquer quelque fonds que ce soit. Pareil pour les élus, et notamment Olivier Servat, le lendemain de l'arrestation des grands frères, a fait un communiqué de presse en disant personne n'a essayé de nous extorquer, et à un tel point que les idées qui étaient ressorties de ces différentes réunions avec les grands frères sont actuellement dans le plan jeunesse de l'État. Donc on ne comprend pas. On ne comprend absolument pas. Et puis, il y a eu tout ce passif par rapport au refus du plan vaccinal en Guadeloupe. Parmi les frères, il y en a qui étaient contre le vaccin, qui le faisaient clairement savoir. Et cette répression aussi-là, elle est là aussi. Il faut comprendre aussi les Guadeloupéens, ce que les médias mainstream ne disent pas, c'est que quand un peuple a été empoisonné au chlordécone, qu'il n'y a eu aucune mise en examen, que l'État est en train de faire passer un non-lieu sur ce problème-là, il faut savoir en Guadeloupe, pour savoir quel est le taux d'empoisonnement au chlordécone dans le sang, il faut payer la prise de sang qui coûte 150 €. Donc, quand la campagne de vaccination a commencé en Guadeloupe, les Guadeloupéens ont dit non, parce qu'on veut savoir quelles seront les conséquences sur nos organismes chlordéconés avec ce vaccin. Ça, c'est une subtilité qui n'a jamais été donnée. Et c'était pas que les gens ne voulaient pas se faire vacciner, c'est que les gens voulaient savoir s'ils ne feraient pas face à des complications de santé compte tenu de leur empoisonnement au chlordécone et compte tenu aussi que personne en Guadeloupe n'a les moyens de se payer une prise de sang à 150 €. Pour revenir sur cette affaire qui est assez incroyable, puisque clairement les droits de la défense sont bafoués, certains grands frères n'ont pas d'avocat, des transferts sans justification. Votre avocate dénonce une politisation du dossier pour impliquer des différents élus qui ont travaillé avec ces grands frères. On l'écoute. Une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Nous sommes surveillés sur le plan politique, preuve en est dans ce dossier. Et comme je l'ai dit, même nos lectures sont surveillées, puisque dans ce dossier, le procureur Desjardins n'a rien trouvé d'autre à faire que de saisir un livre de Kémy Séba, comme si lire un livre de Kémy Séba, c'était constitutif d'une infraction, ça permettait de qualifier une infraction. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, parce que ce qui se passe pour les grands frères aurait pu se passer pour n'importe lequel d'entre nous. Ce que je veux dire, c'est que les Guadeloupéens doivent maintenant s'opposer à ce qui est en train de se passer. Nous sommes en période électorale. Ceux qui sont responsables de ça, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui est responsable des conditions de détention des 7 grands frères, eh bien, il fait partie du gouvernement actuel. Donc, nous avons les moyens de leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Tous les élus qui étaient aux réunions, qui peuvent dire ce qu'ont fait les grands frères, doivent s'insurger, doivent, au-delà de simplement publiquement dire qu'ils n'ont pas subi d'oppression, ils doivent demander la libération des grands frères. Olivier Servat, donc député ex-La République En Marche, apporte son soutien aux grands frères. Oui. D'autres élus, notamment un sénateur PS, M. Lurel, lui, au contraire, ne se dit pas surpris. C'est très difficile de comprendre exactement ce qui se joue dans cette affaire. Il faut bien comprendre le contexte politique en Guadeloupe. Victorin Lurel, c'est un rageux, clairement, qui, depuis qu'il a perdu les élections au niveau de la région,
s'amuse, et on le voit, hein, il est dans l'opposition au niveau de la région, au sein de l'hémicycle de la région, présidé par Harry Chalus. Ça fait 5 ans que Victorin Lurel nous pond des cacas nerveux à chaque plénière. Voilà. Donc, il y a une volonté, en fait. Alors, il faut bien que le contexte, il faut nuancer. Voilà. Depuis quelque temps, on a des vendettas entre élus. Et il faut savoir que les frères, eux, les grands frères, ont servi de fusible et sont les détonateurs d'une bataille entre élus. Olivier Servin a été à l'initiative de la commission parlementaire sur l'eau avec Mathilde Panot et la France Insoumise. Donc déjà, ça je pense que ça n'a pas plu au pouvoir en place. Et Harry Chalus, lui, est la cible de Victorin Lurel parce que Victorin Lurel veut reprendre sa place de président de région, sauf qu'il n'a pas compris que le peuple ne voulait plus de lui. Et le premier, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le premier à avoir diffamé les frères en les pointant du doigt de coupables dans les médias mainstream, c'est Victorin Lurel et Victoire Jasmin, qui est elle aussi sénatrice. PS également. Voilà, PS également. Ce sont un peu les Henkel et Jekyll de la gauche guadeloupéenne. Quand un dit quelque chose, l'autre s'avance à répéter la même chose. Et en fait, pour moi, les grands frères sont au milieu d'une vendetta politique. Et il faut savoir aussi que le travail qu'ils faisaient sur le terrain pour la jeunesse peut-être commençait aussi à gêner ces élus-là. Voilà. Je vais me permettre de faire le parallèle avec la Corse. Oui, c'est très tentant. La Corse. Oui, voilà, on va en parler. Il y a un peu moins d'un mois, j'avais participé à une rencontre qui a été organisée par une association qui représente les ultramarins. Et on pouvait entendre dans la salle des témoignages assez troublants et à la fois poignants. On faisait un peu la comparaison entre les révoltes donc de l'automne dernier en Guadeloupe, celle qu'on a connue au début de l'année en Corse. La répression n'a pas été la même. On a envoyé le RAID et le GIGN en Guadeloupe. La répression a été la réponse pour la Guadeloupe. Le dialogue et la discussion a été l'orientation choisie pour les Corses. On rappelle aussi que les révoltes intervenaient dans le cadre de la mort d'Ivan Colonna, qui lui aussi a été éloigné. On l'a transféré sur le territoire hexagonal, loin de sa famille. C'est un parallèle à faire avec les grands frères qui sont aujourd'hui transférés. Comment vous vivez ce traitement, peut-être à double vitesse, ou au contraire, vous y voyez des similitudes très fortes? Pour moi, sur le traitement en fait, entre la Corse et la Guadeloupe, on est clairement dans une justice à deux vitesses. C'est vrai que les Corses ont quand même brûlé un palais de justice. Ils ont cassé des banques, des DAB, des distributeurs automatiques de billets. La révolte a été pire. Le président du conseil territorial de Corse a tweeté continuez de vous révolter, mais vous ne faites pas trop mal, vous ne blessez pas les enfants. Hein. Voilà, c'était ça pour la Corse. Moi, je ne remets pas en cause le pourquoi de la révolte corse. Hein. Chacun se révolte selon son histoire et son ressenti. Je ne vis pas en Corse. Mais c'est vrai que le traitement, pour nous, a été beaucoup plus violent parce qu'il faut savoir qu'avant l'arrestation des grands frères, plusieurs jeunes se sont fait arrêter gratuitement. Et du coup, le procureur a dû les relâcher parce qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà. Donc, en fait, il y a eu une vraie volonté de punir. Voilà, parce qu'il faut savoir que le procureur actuel, Patrick Desjardins, était déjà le procureur de la Guadeloupe en 2009. Donc, moi, j'ai le sentiment que Patrick Desjardins vient un peu se venger du camouflet qu'il a eu en 2009 avec le LKP. Voilà, donc il y a effectivement ces deux poids, deux mesures. Quand nous, on se révolte en Guadeloupe, on nous envoie le RAID et le GIGN. Et quand les Corses se révoltent, on se dit « waouh ». On a un petit peu plus peur. Après, c'est différent parce que les élus n'ont pas été contre la révolte de la population. Par contre, nous, en Guadeloupe, les élus n'ont rien suivi du tout. Donc, voilà. Oui, on avait reçu Kaysa Nubré, justement, au sujet de ces révoltes. Et effectivement, ce qu'elle nous expliquait, c'est que cette jeunesse n'avait plus du tout confiance, en fait, aux élus et qu'ils préféraient entamer eux-mêmes le dialogue en fait avec le pouvoir central. J'imagine que vous allez entreprendre des actions. Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous projetez de faire pour donc, ce qu'on projette de faire, c'est déjà assurer la défense en hexagone pour ceux qui ont été transférés. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on trouve déjà des avocats pour les défendre, pour qu'ils puissent avoir de la visite. Alors, certains droits de visite ont été validés pour certains ici en France. Et la suite, c'est de continuer à parler de l'affaire parce que les grands frères sont tous d'accord
pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Il ne faut absolument pas que cette affaire tombe dans l'oubli. Et donc voilà, donc le but, c'est de continuer de communiquer. Il y a des rassemblements qui se font. Il y en aura un à la Place de la Nation, je crois, le 4 juin. Donc ça a été le mois des commémorations pour nous, en Outre-mer, sur l'abolition de l'esclavage. Donc on en a profité pour faire passer le message. Et puis la suite, c'est de faire aussi une convergence des luttes avec l'affaire Clodo, qui est aussi rocambolesque. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous pouvez en dire quelques mots peut-être? Donc l'affaire Clodo, en fait, c'est un retraité de 67 ans qui, au cours d'un contrôle de police à Dieppe, dans sa commune, se fait violemment bousculer. Il y a des images qui attestent de la violence du contrôle. Il meurt quelques jours après à l'hôpital. Il est carrément paraplégique. Il meurt quelques jours après et jusqu'à présent, aucune mise en examen ni rien du tout. Et l'affaire dure. Ce combat a commencé pour Fatia et Christophe, qui sont... Fatia, c'est la fille de Claude Jean-Pierre. Clodo s'appelle Claude Jean-Pierre. Et Christophe, son gendre, ça fait 2 ans qu'ils se battent pour que justice soit faite. Donc, pour nous, c'est vrai que les grands frères, c'est déjà rocambolesque, mais ce n'est pas la seule histoire rocambolesque qu'il y a en Guadeloupe. Il y a clairement, pour moi, des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés en Guadeloupe, comme l'empoisonnement au chlordécone, le non-accès à l'eau. La Guadeloupe devient un nouveau tiers-monde, en fait. Et c'est ça qui se joue en ce moment. Avec la répression et l'affaire des grands frères, on veut faire des Outre-mer un nouveau tiers-monde, et c'est ce en quoi nous sommes en danger. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas arrêter d'en parler. Encore à ce jour, les 7 grands frères clament leur innocence. Oui. Affirment avec vigueur qu'ils n'ont participé à aucun acte de violence, encore moins une association de malfaiteurs. Comment on peut vous soutenir? Comment on peut soutenir le collectif, Karine? Alors, pour nous soutenir, on a lancé une page Les Grands Frères sur Facebook et sur Instagram. On organise des rassemblements. Alors, il y en a un le 4 juin à Paris. En Guadeloupe aussi, on organise régulièrement des rassemblements pour les Grands Frères. Donc, le but, c'est de continuer d'en parler sur les réseaux sociaux, de partager tout ce qui se dit sur l'affaire pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Puis bon, après, il y a les Grands Frères, mais ce n'est pas la première affaire qui est de cet ordre-là. Moi, l'affaire des Grands Frères me fait beaucoup penser à l'affaire Tarnac. Voilà, on est toujours sur les mêmes méthodes et la répression ne change pas. Voilà. Merci beaucoup, Karine Duménil, d'avoir pu partager avec nous les dessous en fait, de cette affaire. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Et les frères m'ont demandé de vous remercier aussi de la lumière que vous mettez sur leurs problèmes. On vous souhaite beaucoup de courage et on reprendra de vos nouvelles. On espère qu'il y aura une évolution très rapide et il est important pour nous de faire un petit peu le suivi de ces affaires que l'on couvre ici aux médias. Encore merci, Karine Duménil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On partage donc en description de la vidéo tous les liens qui renvoient vers la page Facebook, la page Instagram des Grands Frères. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt.